Alors, merci d'être venus jusqu'ici. Vous êtes venus parce que c'est un atelier qui parle de ruralité. Et comme forcément la ruralité, c'est un peu loin de tout. Donc, merci d'être venus jusqu'ici. Merci d'avoir joué le jeu de remplir les petits post-it. La première chose qu'on peut voir, juste en regardant la carte, c'est que on est tous là et on vient tous de ruralités différentes. Des ruralités dans des petites communes, des petits villages, et il y a même des gens qui viennent assister à des ateliers sur la ruralité qui viennent de communes de plus de 2000 habitants. Alors cet atelier, du coup, il est co-organisé avec Léo Walter, député France Insoumise des Hautes-Alpes. Ah non. Non, des Alpes, de Haute-Provence. Yes. C'est ça. Oui, mais bon, il y a 2 Alpes alors. Oui, c'est vrai. Il y en a plein, voilà. Avec le pôle pratique militante et d'éducation populaire et le livret Ruralité Aménagement du territoire. Donc Michel Larive et moi-même, nous sommes co-animateurs du livret Ruralité Aménagement du territoire. Et donc on a fait cette proposition d'atelier avec le pôle pratique militante et d'éducation populaire. Et donc c'est un atelier un petit peu particulier qu'on vous propose aujourd'hui. C'est un atelier en 2 temps. Alors sur le programme, c'est marqué faire campagne à la campagne, là à 13h30. Il y en a un autre à 17h30. Mais en fait, cet atelier se fera en 2 temps. Donc là, vous allez être dans le temps numéro 1 et à 17h30, on vous proposera la suite. C'est un atelier où vous allez être actif. Sinon, c'est pas de l'éduc-pop. Et donc, on espère que vous allez jouer le jeu, quoi. Donc, le programme... Il est où votre programme? Est-ce que je le vois pas? Voilà, donc vous avez le petit programme. Donc l'introduction, c'est ce que je suis en train de faire. Le petit groupe de 3, on vous a demandé de discuter entre vous, tout ça. Donc on va commencer par une prise de parole où on va faire un retour d'expérience, le retour d'expérience de Michel Larive sur ces 2 campagnes, 2017-2022. Peut-être celle d'avant aussi. Ne casse pas tout, Sophie. Et ensuite, on fera un petit retour d'expérience des campagnes de Léo et on vous proposera un petit temps de prise de parole sous forme de parole boxée. Et après, on vous fera travailler en groupe. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Michel, du coup, pour que tu nous expliques un petit peu, tu nous fasses un petit retour d'expérience de tes différentes campagnes en 2017, en 2022. Merci Caro. Oui, alors effectivement, tu as dit quelque chose qui est vrai, je ne m'en souvenais plus, comme quoi le temps passe. C'est pas 2, mais 3 campagnes. Parce qu'en 2012, j'étais déjà candidat aux législatives. À l'époque, ça s'appelait le Front de gauche. C'est voilà. Et les choses allaient bien à l'époque, puisqu'on avait fait le 4e ou le 5e score au niveau national. Donc on a, comme chez Léo d'ailleurs, nous sommes dans des terres avec un ancrage idéologique, j'allais dire, de gauche. Mais la petite lucarne a fait que l'idéologie, maintenant, passe bien après l'entertainment. L'entertainment inventé par les Américains et qui nous ont proposé ça depuis 1917 et après le plan Marshall. Alors, pour le reste, que dire des campagnes qui se sont déroulées en 2017 et 2022 ? Franchement, en 2017... c'était une très grosse campagne, mais on avait en face un bulldozer. On y est allé en pensant qu'on n'allait pas gagner du tout. Hein. Et on a gagné. Et en 2022, c'était l'inverse. On s'est dit, nous sommes les gens à abattre. Et là, on avait tout à fait raison. Autant on avait tort en 2017, on a gagné. Autant en 2022, on pensait que, normalement, on devait gagner parce qu'à ce qui paraît au niveau national, il y avait quelque chose qui s'était mis en place qui s'appelait la NUP. Mais nous, on ne le savait pas, ça. Enfin, les socialistes dissidents de chez nous ne le savaient pas. C'est-à-dire Madame Delga, qui est présidente de la région Occitanie, ne savait pas. Voilà. Et donc, vous pouvez vous pouvez très très fort, même si vous voulez. Voilà. Et donc, pas de NUP chez nous, pas de NUP dans le Gers, pas de NUP dans le Lot, pas de NUP ailleurs et tout. Et partout où il n'y a pas de NUP, regardez bien, il y a dans 90% des cas pas de député FI. Et oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire que nous avons joué le jeu, mais en face,
Pas forcément, voilà. Et je dirais même que dans beaucoup de départements, pas beaucoup, puisque, en gros, je sais plus combien on a compté de départements où il y avait des dissidents socialistes, mais il y en avait beaucoup. Alors, c'est pas un problème d'action militante proprement dite, parce qu'en fait, ce que moi j'ai pu remarquer depuis... Alors, des campagnes, j'en fais depuis le XXe siècle. Donc, à partir de ce moment, on dirait pas comme ça, parce que c'est vrai que je fais très jeune, mais non. Non, j'ai un certain âge. Et donc, les campagnes que nous avons faites avec le Front de gauche, mais surtout avec la France insoumise en 2017 et 2022, pour moi, d'un point de vue militant, étaient exemplaires. Exemplaire. C'est-à-dire que la problématique, c'est pas une problématique militante. C'est pas une problématique de l'engagement des gens. Chez nous, dans la FI, on trouve les gens les plus engagés. Et dans le rural, on le remarque très vite. En ville, on le remarque peut-être un peu moins parce qu'il y a une espèce de densité de population et une densité démographique qui fait qu'on voit toujours quelqu'un d'un parti en train de distribuer ou de coller ou des choses comme ça. C'est pas pareil en ruralité. On voit qui affiche, on voit qui distribue le tract. Et donc voilà. Et on voit qui fait des actions militantes. Et effectivement, je ne sais pas comment c'était chez vous, mais enfin moi j'ai pas mal bourlingué pour aider les copains, notamment en 2017. Notamment là j'ai vu les gens de Baraqueville et tout, même en Aveyron, des choses comme ça. On voyait qu'effectivement des affiches, beaucoup d'affiches FI, moins d'affiches de nos concurrents quand même. Donc ça veut dire que l'action militante des militants sur le terrain, elle est formidable. Ça c'est vrai. Et ça vous pouvez vous applaudir si vous voulez. Donc, le problème ne vient pas de là. Ça, c'est déjà identifié. C'est normal, hein, quand on sait déjà que ce qui... quand on commence à identifier là où il n'y a pas le problème. Le problème, on a, nous, tous été plus ou moins au second tour, parce que en 2017, et en 2022, on a quand même une fusée qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Si on n'a pas Jean-Luc Mélenchon à 19,6 et à 22 et quelques en 19,6 en 2017 et à 22 et quelques en 2022, on n'y est pas. Nous, on n'est pas au second tour en Ariège. En 2017, il y a 5 personnes au second tour qui sont autour de Paris. Et ils sont peut-être élus. Voilà, et il n'y en a pas 17. Et en 2022, il y a la NUP. Mais la NUP, dans des baronnies locales, eh bien, on la voit pas, la NUP, parce que les socialistes s'en sont complètement affranchis de la NUP. Eux, c'est une mafia locale. C'est une mafia locale qui nous a fait perdre, nous, au second tour, en 2022. On a été contre des gens qui allaient, écoutez bien, du Parti communiste français jusqu'au Rassemblement national. Et vous prenez dans l'éventail tous les partis que vous traversez. Alors, je ne vais pas les citer, ils sont tous... Je ne dis pas ça par hasard, parce qu'on vient de faire en juin, en Ariège, une réunion NUPES, et dans cette réunion NUPES, les délégués communistes nous disent oui, non, les nôtres ont voté pour les dissidents socialistes. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on parle quand même de très, très, très loin. Ce sont les communistes qui nous le disent. On part quand même de très, très, très loin. Donc... cette mainmise, ça c'est quand même les vecteurs de la défaite, parce qu'on peut parler de tout ce qui va bien, mais il faut parler aussi de tout ce qui fait mal, parce que de tout ce qui va moins bien, parce que je crois que pour avoir des solutions fiables, il faut faire un constat honnête. Sinon, ça fonctionne pas. Si on se gargarise ou si on se gausse, ça fonctionnera pas. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est ça. Et puis surtout aussi, c'est que les thématiques, c'est une élection nationale, les législatives. Et les thématiques qui ont été développées au niveau national, et j'en prends ma part de responsabilité, mais moi j'étais un peu moins bankable, ce qu'on appelle bankable, c'est-à-dire sur les plateaux, j'y étais un peu, mais beaucoup moins que certains. Eh bien, cette thématique-là, la thématique de la ruralité n'a pas été une thématique récurrente dans les campagnes, mais pas que chez nous, chez les autres aussi. Mais les autres, ils s'en foutent, parce que eux, ils surfent sur les clichés qu'on vous montre à la télé dans les médias mainstream. C'est chasse, nature, pêche et tradition. C'est-à-dire que quand on vous parle de la campagne, c'est pour aller en vacances, ou alors on vous parle de la FNSEA qui a fait un truc, ou sinon que Macron a donné quelques millions aux chasseurs. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, c'est comme ça. Alors nous,
dans les autres ateliers, j'espère que vous viendrez, on va essayer de construire un autre discours. Parce que ce qu'on sait, ce que nous dit l'INSEE, c'est par exemple pour l'agriculture, en Ariège, 11% des gens vivent de l'agriculture. Ça veut dire que 89% des gens, ils font autre chose. Et dans le Lot, Thierry m'a dit, c'est 6%. Donc ça veut dire que 94% des gens, ils font autre chose. Alors, pour revenir à notre atelier, ce qu'on a pu voir, c'est cette mainmise de Delga et surtout du discours localiste. En ruralité, c'est ce discours localiste, mais avec une ignorance totale de qui fait quoi, et on dirait qu'il n'y a pas eu d'éducation civique du tout. C'est-à-dire que le député doit être celui qui doit parler aussi de la lumière éteinte dans la rue Saint-Vallier. Et voilà, on en est là. Donc à partir de ce moment-là, les démagogues des baronnies locales, notamment PS, eux, parlent de ça. Dans le tract ariégeois, cette année, enfin en 2022, il était inscrit, à un moment donné, tout était ariégeois, même la sécurité. Moi, j'ai posé la question, est-ce qu'ils allaient envoyer des milices rurales à Paris ? C'est peut-être possible, mais enfin voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, cette démagogie, voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire pareil, mais il y a, à un moment donné, un discours, par contre, qu'on a oublié au niveau national, c'est un discours sur les ruralités. Ça, c'est un peu vrai aussi, il faut faire aussi notre autocritique aussi. Au niveau national, les ruralités n'ont pas été portées trop dans notre mouvement. Et à un moment donné, si vous voulez, on a fait un énorme focus sur les quartiers populaires, mais on avait les mêmes problèmes en ruralité. Pour moi, l'Ariège est un grand quartier populaire, quoi. Je veux dire, voilà. Alors en quartier populaire, par exemple, il n'y a pas les trains. Enfin, il y a les trains qui arrivent en retard, ils sont cassés. En Ariège, il n'y a pas les rails. Donc, donc, un problème. Donc, le train, on va pouvoir l'entendre longtemps. Alors maintenant, ces coalitions, ces baronnies PS, elles sont là. Et quand je parle de mafia, c'est le bon mot, hein, mafia. Mafia, c'est le fonctionnement d'une mafia, c'est-à-dire avec un parrain, voilà, là c'est Delga en l'occurrence, pas elle, hein, parce que c'est une marionnette, il y en a d'autres qui sont autour, et puis on menace les élus sur les subventions, tu n'auras pas ta subvention, toi non plus, et le conseil départemental, lui, il est aussi inféodé parce qu'il fait partie de la même couleur, et le conseil régional, il fait partie de la même couleur. Alors, on est là, dans un truc mafieux. Et c'est, nous, on est chez Sauce, et vous prenez Rhône-Alpes, c'est Vauquier. Et là, c'est de l'autre côté, c'est de l'autre couleur. Mais vous avez la même mafia, hein. Vous avez la même mafia, et donc, à nous de casser ces trucs-là. Voilà. Et donc, voilà. Alors, derrière, pour nous, en 2017, les mafieux ont été surpris. En 2022, ils se sont mis en place. Et cette mafia, comme je vous l'ai dit, elle allait de la gauche à l'extrême droite. Au premier tour de 2022, la droite, les maires de droite des grosses communes de droite en Ariège ont appelé à voter pour le dissident socialiste dès le premier tour. Donc ça veut dire que là, je veux dire, même avec 2 gilets pare-balles, j'avais quand même mal au dos. Hein. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, le truc, il faut savoir ça, c'est que on a en face, il faut connaître nos adversaires. Nos adversaires, sachez que nous, on va produire du politique et on en produit du bon politique. Le programme, il est apprécié. Après, on produit moins de localisme et ça, c'est dommage. Et parce qu'à un moment donné, il faut le faire. Et puis, eux ne produisent aucun module politique. Ils en ont pas besoin. Ils en ont pas besoin. Ils roulent sur l'acquis. Et les mandats sont notabilisés et c'est comme des charges notariales. On les refile. On les refile même aux fils. Hein. Nous, on a la famille Bonrepos, la famille Massat et tout. Fils, la fille et tout. Voilà, vous avez. Donc, ce sont des charges notariales qu'on refile. Il faut que vous connaissiez tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous allez faire campagne aussi, il faut que vous soyez au courant de tout ça que vous avez en face. Alors, faire campagne à la campagne, je vais laisser la parole après à Léo. Les discours, alors je l'ai dit, il manque de notre côté, nous, c'est pas un problème militant, notre faculté d'adaptation, elle est remarquable, et de mieux en mieux. Voilà. Il nous manque aussi quoi ? C'est l'ancrage local. Participer, les amis, aux associations et rentrer dans les conseils municipaux, dans les conseils départementaux, dans les conseils régionaux si vous pouvez, mais surtout aussi dans les conseils municipaux.
Il faut un ancrage local. Il ne faut pas enjamber les élections intermédiaires. Parce que, je vous l'ai dit, le principe mafieux fait que on fait pression sur les élus locaux. Si c'est vous, les élus, les mecs, ils pourront faire pression, quoi. Hein, ça marchera pas. Voilà, donc à partir de ce moment-là, il faut faire ça. Bien sûr qu'il faut échanger nos expériences, préparer les élections locales pour les exécutifs locaux, bien sûr, et proposer un discours alternatif sur la ruralité avec une perspective d'espoir. On n'est pas juste obligé de dire on va tous crever, parce que là, à partir de ce moment-là, ça fait pas super envie, quoi. Voilà. Et donc dire quand même, attendez, oh, c'est un truc d'espoir. C'est-à-dire que les énergies renouvelables, vous n'allez pas tous les mettre à Paris ou dans les métropoles. L'agriculture, oui, bien sûr, une agriculture viable, responsable, écologiquement responsable, ça c'est ici. Mais le reste aussi, les industries, il n'y a plus de place en ville. Hein. Donc il y avait des industries en ruralité. Chez moi, on a fermé toute la papeterie, tout l'aluminium. Il y a des sites dédiés. Ben, on remet les industries dans les sites dédiés, pas dans les endroits où on va piquer des terres aux agriculteurs, où on va péter une zone de biodiversité. On remet les industries responsables dans les sites dédiés aux industries. Voilà, et pas ailleurs. Voilà, donc des choses comme ça. Et ça, donc, on peut faire. Et porter, bien sûr, des perspectives positives dans les médias mainstream. Alors là, il vous faut remonter, vous, aux députés et les députés un peu plus haut aux gens, c'est-à-dire qu'il faut en parler. Et moi, je suis très content parce que là, il y a des journalistes qui commencent à m'appeler. Je me dis, tiens, cette année, vous parlez beaucoup de ruralité. Pourquoi vous étiez en retard? Non, nous, on n'était pas en retard. On avait tout ça. Et maintenant, on le montre. On montre qu'on a des choses alternatives. Venez cette semaine dans tous les ateliers, vous verrez, il y a des choses qui vont être dites, des choses, à mon avis, très intéressantes que vous pourrez ramener chez vous. Et alors, il faut mettre, je crois, autant de moyens pour conquérir les ruralités, où le Rassemblement national est en train de se notabiliser. Il faut reconquérir nos ruralités. Si on met les mêmes moyens qu'on a mis pour les quartiers populaires dans les ruralités, eh ben, il va y avoir quelque chose d'intéressant à faire. Hein. Et l'idée, c'est pas d'opposer urbains et ruraux. Hein. L'idée, c'est de garantir l'égalité républicaine sur tout le territoire national. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Voilà, donc, voilà. Derrière, travailler l'ancrage local, bien entendu, les associations, mais les syndicats aussi. Parce qu'il y a beaucoup de syndicalistes chez nous. Mais intégrer les syndicats, c'est une bonne chose aussi. Voilà, moi j'ai essayé d'être succinct, peut-être pas, c'est pas le mot, mais honnête au moins. Et pour vous dire, perdre, ça existe, gagner, ça existe aussi. Mais l'idée, c'est de connaître son environnement. Et à un moment donné, que ce soit l'ensemble du mouvement qui soit en action sur cette thématique-là. Parce que vous, sur le terrain, je vous le redis, vous le faites très très bien. Merci beaucoup. Merci Michel. Oui. Dans le constat, on n'a pas oublié 2023. Peut-être, mais on en parlera après. Oui, on reprendra après du coup. Bon, on va laisser maintenant la parole à Léo, qui va justement nous parler un peu de l'ancrage local et puis de ces différentes campagnes. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de parler de ruralité devant vous aujourd'hui. Moi, je suis Léo Walter, député des Alpes de Haute-Provence. Donc, quand on parle de département rural, on peut en parler. Quand on parle des Alpes de Haute-Provence, moi, la plus grosse ville chez moi, elle fait 23 000 habitants. C'est la métropole, c'est Manosque. Dans ma circo, on passe ensuite à 8 000 habitants. Et puis après, 2-3 villages de 5 000. Et puis après, on est très très vite en dessous des 1000 habitants. Je viens moi-même et je suis conseiller municipal d'un village de 283 habitants qui s'appelle Niozelle, qui est absolument magnifique. Je vous invite à venir voir. L'idée, quand on a préparé cette conférence, enfin cet atelier, à la fois avec le pôle Éduc Pop et puis le livret ruralité et avec Michel, c'était de faire un petit retour d'expérience pour amorcer les choses. L'idée, c'est pas du tout, hein, je le disais tout à l'heure quand on en discutait un peu avant la conférence, c'est pas de vous dire voilà comment on fait pour gagner. D'abord parce que ça serait un manque d'humilité absolue. Michel l'a très bien dit, il y a un certain nombre d'éléments qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, il y a des circos qui sont gagnables, il y a des circos qui sont pas gagnables ou qui sont très difficilement gagnables, et puis il y a des éléments locaux qu'on ne maîtrise pas. Malgré tout, je pense que l'expérience qu'on a menée dans le 04 est intéressante parce que nous on a gagné la circo qu'on devait perdre et on a perdu la circo qu'on devait gagner. C'est-à-dire qu'il y a 2 circonscriptions dans le 04, et il y en a une qui est plutôt ancrée à gauche depuis toujours, etc., qui était tenue par une députée pas très connue. On aurait dû la remporter très facilement.
également. Et puis il y a une autre circo, la mienne, qui est ancrée moins à gauche et puis surtout qui était tenue par un baron de la Macronie qui s'appelle Christophe Castaner. Et on n'était pas censé gagner en fait. Je dis ça parce que ce qui me semble intéressant, c'est d'essayer, non pas de dire c'est super, on a gagné, mais de comprendre pourquoi on en a perdu une et on a gagné l'autre. Je vais essayer d'être court et encore une fois, ça ne sera pas une recette, mais c'est quelques éléments qui me semblent intéressants à souligner. La première chose, c'est la ruralité. La ruralité qui est souvent présentée, que ce soit quand elle est présentée, souvent elle est oubliée, mais dans les questions de politique publique, etc., mais y compris dans notre réflexion militante, à travers ces difficultés. Les difficultés de transport, les difficultés de réunion, se retrouver dans un département comme les Hautes-Alpes, dans un département comme le mien, se retrouver entre insoumis, entre militants, etc., ça veut dire faire des kilomètres, etc., ça peut être très compliqué. Certes, mais il y a des atouts quand même en ruralité. Et le premier atout, Michel en a parlé tout à l'heure, c'est que moi il y a 167 000 habitants dans mon département, autant vous dire qu'on se connaît tous. Et donc, on n'a pas forcément besoin de faire campagne, ou en tout cas de se montrer en permanence de manière militante, de manière en tout cas partisane, etc., pour être visible et pour être reconnu. Et ça, il me semble que c'est un des premiers points extrêmement importants à pointer dans cette question de comment on fait pour remporter des départements ruraux. C'est-à-dire être présent sur le terrain. Et être présent sur le long terme. Michel a parlé de 2012 tout à l'heure, nous on a une grande fierté dans le 04, c'est une vidéo de Jean-Luc Mélenchon à Hénin-Beaumont, dans un gymnase, il est en train de préparer sa campagne des législatives, il réunit les militants et il leur dit, voilà, je vais vous expliquer comment on va faire campagne, on va pas faire campagne de manière traditionnelle, on va faire campagne comme dans les Alpes de Haute-Provence. Alors nous on a gardé cette vidéo, c'est notre petit César personnel, mais qu'est-ce que ça veut dire faire campagne comme dans les Alpes de Haute-Provence? En 2012 on était un tout petit nombre, et en fait on est allé partout. Et c'est ça que pointait Jean-Luc dans sa présentation, c'est que on a pris des bagnoles. D'abord, on a recouvert le département, je ne sais pas si vous vous rappelez des affiches de 2012, elles étaient rouges, avec écrit « Prenez le pouvoir ». La vallée de la Durance était rouge, le marché de Fort-Calquier le lundi matin était rouge, et ainsi de suite partout. On était vraiment partout. Et puis on est allé dans tous les petits villages. Alors pas tous, parce qu'on était peu nombreux, mais on est allé le plus possible un peu partout, et on est allé à la rencontre des gens. Et ça, c'est un premier point, c'est être présent, aller vers le plus possible. Moi, dans ma campagne législative de 2022, je crois, je parlerai sous le contrôle de mon mandataire financier, mais je pense que plus d'un tiers des dépenses, c'est des remboursements de frais de transport pour les militants. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Donner les moyens de se déplacer. Et puis, donner les moyens de s'implanter. La France Insoumise a lancé les référents d'immeubles. Super, ça marche très bien dans les quartiers, etc., c'est super. Mais en fait, il faut qu'on ait du monde dans les villages. Et si vous avez un tout petit groupe, des fois 2, 3, des fois un militant un petit peu, ou une militante un petit peu implantée dans un village, et un tout petit village, vous savez que ce coin-là, il va être boité, il va y avoir des discussions au café le matin, au marché, etc., et que ça fait un élément à retirer de votre campagne globale, etc. Donc être partout, puis être sur le long terme. Nous, en 2017, à l'issue des amphis, 2017, qui se passait à Marseille à l'époque, on a pris une décision. Pour ceux qui étaient là en 2017, celles et ceux qui étaient là en 2017, vous vous rappelez qu'on avait des AG de circonscription, des assemblées générales de circonscription. Nous, on en a 2 chez nous, donc c'est facile. On a décidé, comme ça, parce qu'on est insoumis, et puis parce qu'on est des Basalpins, et puis parce que personne nous a rien demandé, et qu'on n'a rien demandé à personne, on a décidé, en septembre 2017, de fusionner les 2 AG, et on a créé une assemblée générale départementale. Cette assemblée générale départementale, elle s'est réunie tous les mois, sans aucune interruption, depuis 2017. Avec des moments où on était 12, et puis des moments où on était 80, 90, etc. Mais elle s'est réunie sans aucune interruption. C'est-à-dire qu'on a fait exister la France Insoumise dans le département, mais on a aussi fait exister le département dans la France Insoumise. Et c'est ça qui me semble très important à comprendre. Le deuxième point sur cette Assemblée Générale, c'est que c'était une vraie Assemblée Générale. C'est-à-dire que c'était pas des représentants des groupes d'action, etc. C'est quelque chose de totalement hors statut, hein. Je pose ça là. C'était tous ceux qui voulaient venir, qui se retrouvaient dans le programme L'Avenir en commun et qui avaient envie de militer, ils pouvaient venir. Et le troisième point, c'est qu'on a décidé dès le début que cette Assemblée Générale, elle avait un but et un seul, l'action. C'est-à-dire qu'à aucun moment, l'idée c'était de se réunir pour discuter pendant des heures sur les textes, etc., etc. C'était où allons-nous porter nos forces
militante, parce qu'on avait une force militante qui s'était créée en 2017, qui était très importante pendant la campagne, qui bien sûr, comme partout, avait un peu reflué, mais on était la première force militante du département. Et donc on s'est dit, où est-ce qu'on va porter nos forces? Et si vous prenez n'importe quel collectif, n'importe quel groupe qui agit sur tel ou tel sujet, le groupe pour une régie publique de l'eau à Manosque, le groupe de défense de la gare de la Brianne, le groupe de défense de la poste de la Motte du Caire, et j'en oublie des dizaines, dans chacun de ces groupes-là, soit c'est à l'initiative d'insoumis, soit il y a des insoumis dedans. Et ça, c'est vraiment très très important. Michel parlait tout à l'heure d'être dans les associations et d'être élu, etc. Je vais y revenir. Mais être dans les luttes et être présent et être visible. Et je répète que l'un des atouts de la ruralité, c'est qu'on n'a pas besoin d'arriver avec nos drapeaux, nos badges, France Insoumise, et de dire salut, c'est les Insoumis. On est là et on fait. Et ça, c'est extrêmement apprécié. Le 04 est un département où le mouvement des Gilets jaunes a été très très puissant. Nous, on a vécu ce moment où les syndicats avaient appelé à rejoindre les Gilets jaunes. Et on est monté vers le rond-point des Gilets jaunes à Fort-Calquier. Et là, les Gilets jaunes nous ont dit, nous, on veut pas de récupération politique, on veut pas de drapeaux, on veut pas de tout ça. On a roulé les drapeaux, on les a rentrés et on est rentré sur les ronds-points où de toute façon, il y avait déjà des copains qui étaient là depuis le début, sans avoir dit qu'ils étaient insoumis, etc. On a été de tous ces mouvements-là. Les marches des libertés, contre le pass sanitaire, contre la loi sécurité globale, etc. On était là. Et ça, sur une durée de 5 ans. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, à mon avis, un des éléments essentiels. La ruralité, c'est compliqué, certes, parce que c'est loin, parce qu'on n'est pas nombreux, etc. Mais c'est un atout. On n'est pas nombreux. Et quand on prend le pouvoir numérique, on va dire, sur la force militante d'un département, et qu'on est partout, eh ben, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs les forces dont on a besoin pour construire des campagnes. Ça, c'était un premier point sur lequel je voulais venir. Le deuxième point qui me semble très important, je ne sais pas si vous avez lu l'étude menée par notre camarade Thibault L'Honneur, conseiller régional de Vierzon ou municipal de Vierzon, les deux, municipal de Vierzon, et il n'est pas conseiller régional aussi, Thibault? Non. Avec son camarade Axel Bruno, qui est géographe, ils ont fait un travail sur la France des sous-préfectures. Ils cherchaient un nom, c'est pas vraiment la France rurale, etc. Ils ont trouvé la France des sous-préfectures. Moi, j'ai envie de dire, même la préfecture, chez moi, c'est une sous-préfecture, donc ça marche très bien. Et ils ont essayé justement de comprendre comment s'implanter dans ces lieux-là, etc. Ils font un constat qui est terrible. Sur les 89 circonscriptions gagnées par le RN, puis 88 de nouveau, il y en a 49 en ruralité. Ces 49-là, elles ont suivi exactement le même parcours. Élu Parti Socialiste en 2012, élu LREM en 2017, parfois le même, ou la même. C'est le cas dans le 04. Hein. Moi, les élus en 2012, c'est deux PS qui sont investis par le PS en 2017, qui entre leur investiture par le PS et l'élection passent chez LREM et sont élus LREM en 2017. RN en 2022. 49 circonscriptions qui font PS, LREM, RN. Ça, je le pose là parce que allez voir cette étude sur la fondation, le site de la Fondation Jean Jaurès, c'est extrêmement intéressant. Je le pose là parce que c'est un argument essentiel face à ceux qui disent ce sont les extrêmes qui font monter l'extrême droite, etc., etc. Là, on a la preuve par 9 que quand on fait de la gauche de droite, on amène le Rassemblement national au pouvoir. Et donc ça, vraiment, gardez-le en tête. Moi, c'est un argument que j'utilise tout le temps. Et nous, chez nous, ça aurait dû se passer comme ça. Et ça s'est passé comme ça dans la Circo 1. PS en 2017, LREM en 2022, RN en PS en 2012, LREM en 2017, RN en 2022. Et chez nous, ça a été PS en 2017, LREM en 2022, et je vais y arriver, PS en 2012, LREM en 2017, et LFI en 2022. Alors, qu'est-ce qui a permis, de mon point de vue, cette chose-là? La première, je vous l'ai dit, c'est l'implantation locale, et c'est l'implantation locale sur le long terme. J'ajoute à cette implantation locale, et je plussois vraiment à ce qu'a dit Michel tout à l'heure, moi je suis élu municipal. Je suis conseiller municipal, hein, je suis pas maire, je suis pas adjoint, rien, mais je suis élu municipal dans mon petit village de 283 habitants. Quand je vais rencontrer des maires des autres villages, quand je vais rencontrer la droite qui dirige le conseil départemental chez moi, qui dirige le conseil régional chez moi, qui dirige les plus grosses villes du département chez moi, je parle avec des gens que je connais, que je combats politiquement, etc., mais que je connais, qui me connaissent, qui savent
que je siège dans un conseil municipal d'un petit village, etc. Je suis pas quelqu'un qui vient expliquer à la ruralité comment elle doit fonctionner. J'habite dans un village de 283 habitants, j'y suis conseiller municipal, et puis accessoirement, moi je suis instit. Et j'étais remplaçant pendant des années, et puis directeur d'école, dans des écoles d'une, deux classes, etc., etc. Voilà, c'est l'un des personnages du village, l'instit. Et quand on a tourné sur tout le département comme remplaçant, et ben ça a fait quelque chose. Puis je suis syndicaliste, dans le plus gros syndicat d'enseignants au niveau national, mais également dans le 04. Et donc tous ces réseaux-là sont extrêmement importants. Et ça ne veut pas dire qu'on y vient dans ces réseaux-là en disant bonjour, je suis insoumis, bonjour, je viens appliquer le programme de la France insoumise, etc. Moi, dans mon village, je peux vous dire, autant vous dire que la liste, elle n'a pas de couleur politique. Hein. C'est les 11 qui ont bien voulu y aller. Mais par contre, tout le monde sait et savait avant que je sois élu ou même candidat mes opinions politiques et comment je les défends, etc. Je ne dis pas qu'il faut avancer caché, mais par contre, il faut être présent et utile. Ça, c'est la deuxième chose. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de s'investir dans tous les collectifs, etc. Nous, on a lancé, comme dans plein d'endroits, les collectes solidaires, etc., etc. Et au bout d'un moment, ça imprègne. Les gens se disent, tiens, ils sont là tout le temps. Tiens, ils sont efficaces. Tiens, ils sont utiles. Et en plus, ils ne demandent rien en échange. On n'est pas dans immédiatement, on donne un tract et regarde comment tu peux t'investir, etc., etc. Ça se construit sur le long terme. Donc, ça, c'était vraiment un des points essentiels dont je voulais parler. Le troisième point sur la ruralité, c'est qu'en ruralité, il faut être inventif pour faire campagne. Nous, je vais donner un exemple. On a un copain qui s'appelle Stéphane, qui est un tracteur fou, je sais pas comment dire, quand il vous alpague, il vous lâche plus, il a un enthousiasme absolument débordant, et au bout de 30 secondes, soit vous êtes tombé amoureux et vous avez envie de voter pour celui dont il vous parle, soit vous voulez vraiment vous en débarrasser et vous allez voter pour celui dont il vous parle, comme ça vous êtes plus tranquille. Il s'est rendu compte au moment de la campagne, quand on était au cœur de la campagne, parce que là je parlais du long terme, et puis on arrive au moment où, tiens, on fait campagne, et là, la présence, elle est encore plus importante, présence visuelle. Je parlais des affiches tout à l'heure. Souvent, on dit « Ouais, les affiches, ça sert à rien, etc. » Je pense pas du tout. Nous, on a un type chez nous qui a inventé le pochoir France Insoumise. Il a fait des filles qui partent de la taille de celui qu'il y a sur ton t-shirt et qui vont jusqu'à des 2,50 m de haut. En 2017, il a couvert le département. Mais en 2022, ils sont toujours là, les filles. Alors d'abord, ça énerve l'ennemi, parce que partout où il roule, il y a des filles. Ça booste les nôtres. Et puis, c'est visible, c'est-à-dire que c'est pas de l'entertainment, c'est du merchandising. Il y a le FI qui est partout, qui est là tout le temps, etc. Être visible, être sur les marchés, bien sûr, toutes les manières de militer traditionnelles, etc. Faire du porte-à-porte, mais faire du porte-à-porte, c'est beaucoup plus compliqué en ruralité, en particulier dans les petits villages. Donc, faut cibler. Donc, il faut connaître son territoire. Donc, il faut faire des analyses, se dire tiens, là. On n'est pas passé loin la dernière fois, ce petit village-là, est-ce qu'on connaît du monde? Et puis, comme on peut pas se démultiplier et inventer des militants là où il y en a pas, il faut les envoyer dans les endroits où ça va être utile et le plus utile possible. Et puis, je le disais tout à l'heure, se débarrasser de la question du village là où on sait qu'ils sont 3, puis de toute façon, ils font le boulot, donc il n'y a pas besoin d'y aller. Et ce Stéphane, il s'est rendu compte pendant la campagne qu'il y avait plein d'endroits dans le 04 où il y avait des travaux et où il y avait des feux alternés. Et les gens s'emmerdent dans leur voiture pendant 5 minutes à attendre que le feu alterné passe au orange clignotant pour pouvoir traverser. Et il s'est mis à monter des équipes pour aller s'occuper des embouteillages au feu alterné des travaux. Carton plein, un truc de dingue. Les gens, ils s'emmerdent dans leur bagnole, il y a quelqu'un qui vient leur parler, c'est intéressant, t'es obligé de ramasser l'argumentaire en moins de 30-40 secondes, parce que de toute façon le feu il va passer au orange, tu balances le tract, ça passe et ça les fait marrer les gens. Ils se disent mais c'est quoi ces gens qui sont là, et ça a fonctionné, un truc de fou. On l'a fait à Volx, on l'a fait à Manosque, on l'a fait dans plein d'endroits. On a récupéré de François, je crois que c'est lui le premier qui l'avait fait, les accroche-portes. Avec la tête des candidats, le petit crochet là, ne pas déranger des hôtels là, avec la tête des candidats, la tronche de Jean-Luc de l'autre côté, et puis les dates des élections, et puis un mail de contact, etc. Et là où on est passé, on accroche l'accroche-porte, ce qui fait que les gens qui étaient pas là, ils l'ont sur leur porte, et puis il y avait pas mal d'endroits où on passait quand on faisait du porte-à-porte, où les gamins nous demandaient pour l'accrocher sur la porte de leur chambre, etc. C'est ça être inventif. Romain, qui actuellement est en train de filmer cet atelier, a inventé les cartes de
visite avec deux côtés. Un côté présidentiel, un côté législatif, deux couleurs. D'un côté France Insoumise, d'un côté Union Populaire, avec tous les réseaux sociaux qu'on avait, et puis l'adresse mail de contact. Et on a distribué ça dans des dizaines et des dizaines d'endroits. Petite carte de visite. Ça fonctionne super bien. Et ne pas s'interdire d'inventer et d'être, il est là Romain, de ne pas s'interdire d'être inventif et rigolo. Ça, c'est un point sur lequel je tenais à insister. Arrêtons de faire des campagnes où on dit oh là là, ça va pas, c'est terrible, etc. Il faut bien entendu pointer ce qui ne va pas, faire des propositions, etc. Mais il faut aussi avoir la banane et dire aux gens voilà, nous on est là, on va devant et on fait. Et c'est d'autant plus facile si vous êtes implanté sur le territoire depuis longtemps et qu'à chaque fois ils vous ont vu avec les copains, bah tiens ils sont encore là, ceux-là, etc., etc. Je vais conclure. Je crois que je suis trop long aussi. Ouais. Je conclus, excusez-moi. Je conclus en venant sur deux petits points. Le premier, c'est le localisme, dont a parlé Michel tout à l'heure. Il faut arriver à faire, et c'est un énorme travail qu'on fait avec mon équipe depuis que je suis député, toute notre communication, que ce soit sur le site internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit le 4 pages qu'on distribue tous les 6 mois dans les boîtes aux lettres, etc., il est organisé de la même manière. Ça s'appelle du local au national. Et on a déjà fait campagne comme ça. C'est-à-dire, c'est le problèmes locaux, solution globale, problèmes locaux, solution nationale, etc. Ne pas mentir aux gens. Vous êtes dans une campagne des législatives, le député, c'est un élu national qui travaille au niveau national et qui a des choses à faire à Paris et au niveau national. C'est l'exact inverse de ce que fait le RN. Le RN, partout où il passe, il dit « moi je suis un élu local, je vais à la Yoli, je vais à la cérémonie machin, etc. Et je ne fais rien et je ne sers à rien. » Mais par contre, être présent sur le terrain, analyser les choses, écouter les gens. Nous, on a fait une tournée, j'ai 99 communes dans ma circonscription. On a fait quasiment, ça y est, on est à 92 ou 93 communes. On est allé rencontrer tous les conseillers, tous les conseils municipaux, etc. Et on les écoute. On vient pas leur donner la bonne parole, on leur explique comment on fonctionne. Moi, j'ai 3 attachés parlementaires en circonscription sur 4 qui sont là en permanence. On fait des permanences itinérantes, c'est-à-dire qu'on fait 4 villages différents chaque vendredi, de manière à être partout, etc., etc. Et on lie toujours le local et le national. Et il ne faut pas s'interdire de parler local, mais il faut parler local sans mentir aux gens. Alors en particulier, quand on passe derrière un type qui était ministre, vice-président de conseil régional, et qui lui a passé 10 ans à faire croire aux gens que le député c'était le robinet à subvention et l'oreille du président, etc., c'est difficile. Mais justement, si vous arrivez devant les gens et que vous leur dites cash d'entrée, bonjour, voilà. Le député, il sert à ça, à ça, à ça. Voilà comment moi je vais faire. Et dans la campagne, pareil. Nous, on a articulé du local au national, etc. S'intéresser aux questions locales, mais montrer comment, justement, un programme national peut y répondre. Deuxième point, ruralité positive. Il faut parler des difficultés, bien entendu. Il faut y répondre, bien entendu. Mais il faut aussi rappeler que ma sœur habitait dans un petit village dans l'Orne où il y avait 80% de résidences secondaires en 2020. Et puis le confinement est arrivé et il y a eu 100% de résidences principales. Les gens sont tous allés dans l'Orne se poser, tous les Parisiens qui avaient leur résidence secondaire de week-end, ils sont tous allés dans l'Orne pendant le confinement. Parce que tiens, c'est beaucoup plus sympa de se confiner à la campagne. Et pourquoi c'est plus sympa? Parce que, comme tu l'as dit, il y a de l'espace, il y a des produits locaux, il y a une manière de vivre autrement, etc. Et donc dire que la ruralité a du génie, que la ruralité c'est un laboratoire de plein de nouvelles choses, les circuits courts, les énergies renouvelables, les manières de se relationner les uns aux autres, les transports alternatifs, etc. C'est en ruralité que ça s'invente. Et il faut appuyer à fond là-dessus. Le tout dernier point, et je termine là-dessus, il me semble qu'une erreur, parce que quand je disais qu'il faut s'implanter, il l'a dit, Michel, il faut le redire, en 2026, il faut tous se présenter dans les conseils municipaux, etc. Et pas forcément dans des petits villages, pas forcément en tant que France Insoumise, mais au sein d'une équipe mixte, etc., etc. L'erreur des copains qui se sont présentés dans les municipales contre des caciques du coin, ce n'est que mon avis, mais je le pose là, ça a été de faire des campagnes contre. Et de ne parler que de l'adversaire, et de ne pointer que l'ennemi. Et le maire, c'est un sale con, et voilà ce qu'il fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Et d'ailleurs, on en a là qui sont dans l'opposition chez nous, et qui sortent une feuille de chou tous les mois pour dire tout le mal qu'ils pensent de l'action du maire, et comme ça va pas à la mairie, et c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Je pense que c'est une erreur absolument fatale. D'abord, quand on parle de quelqu'un, on parle de quelqu'un,
que ce soit en bien ou en mal, et on ne fait que le faire exister. Ensuite, on reste dans notre rancœur et dans notre manière d'être autour de ça, et on ne pense plus qu'à cette personne-là et à ce qu'il fait, etc. Et ensuite, ce qu'on dit aux gens, c'est regardez comme il est vilain. Ouais, ok, super. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant, et nous, c'est ce qu'on a fait. On était quand même donc contre Christophe Castaner, les deux campagnes, 2017 puis 2022. On a décidé que jamais on allait sur le côté taper sur Castaner, taper sur la personne, taper sur, etc. On n'a jamais fait ça. On est parti sur le programme, et c'est comme ça qu'on a gagné. Je le redis en toute humilité, parce que Michel l'a très bien dit aussi. Prochaine fois, peut-être qu'on va perdre, j'en sais rien. Mais 1, implantation locale. 2, sur le long terme. 3, être partout. 4, être joyeux et positif. Et puis 5, voilà, à la fin, on gagne. Bon, alors merci Michel, merci Léo. Vous avez été un petit peu trop long par rapport à ce qu'on avait prévu. 3 quarts d'heure pour 90 personnes. Voilà, donc du coup, le temps de parole boxé, ça va être très très court. On vous propose un temps de 5 minutes. Je laisse Marie-France expliquer. Alors, parole boxée, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez l'utiliser aussi quand vous faites des ateliers, etc., avec les gens dans les GA ou dans les réunions publiques. Donc, en fait, vous avez une petite question à poser à ces deux personnes-là et vous avez envie d'avoir une réponse rapide et courte. Donc, c'est des questions qui durent 2 secondes et demie. Voilà. Donc, si vous avez une question, vous venez là tout de suite. Venez, tout le monde se met en ligne. On fait ça vite fait, on va écourter, c'est juste aussi pour vous montrer une petite technique qui est rapide. Et donc vous, c'est pas le moment pour vous de prendre la parole. Vous aurez la parole après. On va vous laisser plein de temps pour discuter entre vous. Là, vous posez une question, 1 seconde, et eux, au bout de 5, ils répondent. Quelle est l'importance de la question de l'eau et de la sécheresse dans la campagne en ruralité? Merci. Bilan de 2023, l'élection partielle. Qui veut venir passer quelque temps dans la campagne rurale de la Drôme? Si possible, quelqu'un qui a moins de 65 ans pour nous aider à faire campagne. Là, ça s'adresse à tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez du programme Petite Ville de demain? Pardon, tiens, avance parce qu'il y a le truc là. Moi, je souhaiterais l'application d'un article dans l'avenir en commun, celui de rendre le pouvoir aux communes. Ok. C'est un article de la... C'est bon, vous répartissez les trucs, vous avez 3 minutes chacun, pas plus. On va bien commencer. Alors, répondre à la première question sur l'eau. Quelque chose qui est absolument passionnant quand on fait le tour de toutes les communes de sa circonscription et qu'on discute avec tous les maires de sa circonscription, c'est de se rendre compte que, quelle que soit la taille de la commune, la couleur politique présumée du maire, ou qu'elle n'existe, ou pas de couleur politique du tout, le lieu où ça se situe, etc. En dehors de quelques très rares spécificités, du genre vous êtes dans le Nord-Ubaye et il y a des stations de ski. Ok, c'est une spécificité. Les 5 questions qui reviennent sont toujours les 5 mêmes exactement. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire, je vais pas les ressortir toutes, mais il y a les services publics, il y a l'école, il y a les déserts médicaux, il y a l'eau, il y a le transfert au Comcom, la loi NOTRe, ça arrive en premier en général, etc. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que les gens ont les mêmes problèmes et cherchent les mêmes solutions. Et moi, très souvent, je les piège un peu en leur disant, mais vous avez lu notre programme ou pas? Parce que quand tu discutes avec la patronne des communes forestières de mon département, au bout d'elle, je l'ai carrément piégée jusqu'au bout. Je lui ai lu la page des propositions du livret forêt. Mais sans lui dire que c'était la page des propositions du livret forêt. Elle m'a dit, putain, mais c'est génial, ça! En fait, il faut leur dire que notre programme répond à ces questions-là. Donc l'eau, c'est absolument central, que ce soit la question de la ressource en eau, du partage de la ressource, des conflits d'usage, et là, en ce moment, le point central, c'est le transfert obligatoire de la compétence eau aux communautés de communes.
Voilà, donc oui, c'est extrêmement important, et oui, nous avons des réponses, et on a plus qu'un coup d'avance. L'eau, on en parle depuis 10 ans, et Jean-Luc en particulier, Mathilde Panot, etc., Gabriel Amar en parle depuis très très longtemps, donc on a vraiment un coup d'avance là-dessus. J'enchaînerai juste sur une deuxième question très rapidement, parce qu'elle va avec, la question des communes. C'est toi qui l'as posée, je crois. Oui, c'est essentiel, bien entendu, et ça parle aux gens. Quand tu parles d'abord aux élus communaux, bien entendu, ils se plaignent tous, sauf ceux qui sont présidents et vice-présidents de Comcom, et encore, même des fois quand ils sont vice-présidents de Comcom, ils se plaignent tous de ça, de la perte de souveraineté, du fait qu'ils se retrouvent à jouer les utilités, du fait qu'ils perdent une à une les compétences qui leur permettent d'agir vraiment sur la vie de leurs concitoyens, etc. Ça, c'est les élus. Mais allez parler aux habitants. En fait, les habitants sont souvent très très au courant. Moi, chez moi, des collectifs eau, il y en a des dizaines. Cette question de la souveraineté de la commune et de l'abrogation de la loi NOTRe, pour faire court, mais il y aurait plein de choses à dire là-dessus, ça vaudrait une conférence à soi tout seul, c'est absolument central et essentiel. Et là-dessus aussi, on a un sacré coup d'avance. Donc il faut l'utiliser. Ok, alors, je vais faire très court. Oui. Alors l'eau, sur l'eau, bien entendu, sur l'eau, c'est une des thématiques principales que vous pouvez raccrocher d'ailleurs sur la transition écologique, bien entendu. La première chose pour le citoyen dont il faut parler, c'est l'usage. C'est l'usage de l'eau. C'est qu'est-ce que tu fais de ta flotte? On va te filer 15 mètres cubes gratuits par personne. C'est pas énorme, hein. Mais qu'est-ce que tu fais de ces 15 mètres cubes-là? Moi, je voudrais qu'on parle de ça. Si ces 15 mètres cubes-là, c'est pour laver la bagnole, pas d'accord. Si c'est pour remettre en place une piscine, de l'eau dans une piscine, pas d'accord. Si c'est pour la vie de tous les jours, cuisiner, se laver et tout ça, bien sûr. Il faut peut-être même en mettre 15 par personne. S'il y a 4 personnes, il faut mettre 60 mètres cubes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc l'eau, ça. Mais l'eau, c'est absolument la vie. Reparler du cycle de l'eau. Parler de l'eau, pas seulement sur le fait de s'hydrater ou autre chose. L'eau, c'est l'énergie. Nous, l'Ariège, on vient d'un endroit où il y a des barrages. Ils sont en train de privatiser les barrages. Les barrages, c'est l'énergie en montagne, mais c'est aussi, lorsque le préfet demande, c'est l'étiage de l'eau en bas pour les agriculteurs. Et là, en ce moment, je peux vous dire que ceux qui irriguent le maïs, ils sont là. Donc voilà, quand vous allez privatiser ça, Vinci va vous dire, mes genoux, moi, si jamais tu veux que je lève le truc, ça fait tant. Et je vais le mettre sur la facture des abonnés. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, privatisation de l'eau, niet. Eau gratuite, effectivement. Effectivement, c'est un très gros sujet. Le bilan des partiels, très très vite, parce qu'on en a eu une chez nous. Eh ben, j'ai envie de dire match nul. On a gagné, on en perd un. C'est-à-dire que nous, il s'est passé exactement ce que je vous ai décrit. C'est-à-dire que, imaginez-vous, hein, au deuxième tour, elle avait tout le monde contre elle, dont il y a eu 60-40. Même un peu moins de 40. Donc vous voyez ce que je veux dire. Moi j'ai fait 53, c'était 57-43 pour moi. Donc ça veut dire que FI quasi tout seul, avec les Verts quand même, hein, FI et Verts, contre tout le reste, ça fait 40-60. Donc on se raccroche quand même à quelque chose. Il y a ça. Donc le bilan, je dirais match nul. On gagne à Angoulême, on perd en Ariège. La commune, comme disait Tocqueville, c'est le premier espace des hommes libres. Hein. Donc à partir de ce moment-là, oui, c'est de là. C'est de là que doivent partir les choses. Et les autres échelons, effectivement, là on va faire un truc sur les femmes, sur une conférence sur les femmes. On m'a demandé, moi, mon avis sur les femmes en politique. Et s'il y a plus de maires femmes, c'est pas parce que les gens sont vachement plus gentils qu'avant. Ça évolue, mais quand même. C'est surtout qu'il y a une crise des vocations. Parce que les maires n'ont plus de compétences, il en reste très peu de compétences, par contre ils ont toutes les responsabilités. Donc ça veut dire que s'il y a un problème chez eux, c'est pour leurs pommes. Donc voilà, donc on a un énorme problème sur les communes qui sont très attaquées sur les regroupements et sur les compétences. C'est-à-dire que les communautés de communes notamment pompent complètement toutes les compétences des communes qui deviennent juste des cités dortoirs, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que toutes les questions, ça va? Ok. T'as vu, ils peuvent être courts et concis et efficaces, en fait, finalement. Ok. J'embraye sur les groupes de 6. Ça va? Juste, si vous avez d'autres questions, eh bien, écoutez, demain, on a un temps de rencontre du livret Ruralité où plein de nos députés ruraux seront présents. Eh bien, venez nous rencontrer et on pourra parler plus longuement de toutes les problématiques rurales.
17h30. Tout est là. 17h30 et on a une salle, du coup. Voilà. Tout est écrit là. Alors maintenant, c'est à vous de bosser. D'accord? Parce que nous, à l'Éduc-Pop, on est des feignants, donc on aime bien faire travailler les gens. Donc, vous allez vous mettre par groupe de 6. C'est une technique qui s'appelle le Philippe 6-6. Bon, on va l'aménager parce qu'on n'a qu'une demi-heure. Donc, ça va être 6-6-6-6. Voilà, comme ça. Donc, vous allez vous mettre par 6. Allez-y, regroupez-vous par 6. Et il y a Sophie qui est en train de vous donner une affiche. Mettez-vous de manière à bien discuter, à pouvoir discuter entre vous, parce que vous allez devoir discuter. Voilà. C'est bien. Tout le monde est dans un petit groupe. Voilà, c'est bon. 6. Bon, c'est bien. Parfait. Vous êtes hyper rapide, c'est génial. Alors, on va vous poser 3 questions, mais je vais vous les poser une par une. Et vous avez à chaque fois, c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez gaffe à bien vous écouter et que c'est pas un qui parle, c'est vraiment chacun, il a 1 minute pour s'exprimer, c'est-à-dire c'est sur les 6 minutes, voilà. Il y en a un qui parle 1 minute, un autre 1 minute. Après, on peut se répondre. Hein, c'est pas aussi sec que ça, mais c'est au bout de 6 minutes, je vous donnerai la deuxième question. Parce que l'objectif de ce temps, c'est, on va vous poser 3 questions. Vous allez discuter de ces 3 questions. Vous allez écrire vos réponses, synthétiques ou quoi. Et puis, comme on n'a pas le temps de la restitution, parce que vous imaginez que vous êtes 96. Donc 96, ça fait combien de groupes? Merde. Alors, ça fait combien de groupes? Oui, s'il vous plaît. Ça fait 16 groupes. Donc 16 groupes qui prennent 6 minutes chacun, ça va être l'enfer. Donc ce qu'on fera, c'est que vous écrivez bien sur vos feuilles et il y aura la restitution. On va accrocher les trucs pour que vous puissiez regarder et on fera une sorte de synthèse pour le deuxième atelier à 17h. La question c'est quel est votre plus grand bonheur? Donc c'est plutôt des tout petits récits, hein, plus que des discussions. Quel est votre plus grand bonheur? Quelle est votre plus grande satisfaction à militer dans la ruralité? Allez, essayez de chercher peut-être une petite anecdote. Vous partez avec quoi? Ou comment ça s'est passé pour vous? Positif, négatif? Allez-y, un mot. Allez-y, dites. Joyeux. Intéressant. Échange. Partage. Richesse. Formateur. Créativité. Constructif. Il y a beaucoup de cons, hein. Qui sont les cons qui votent? Ah ouais, est-ce qu'il y en a qui veulent, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas repris les questions, qui veulent montrer leur... Qu'est-ce qui vous inquiète? C'est quand la dernière fois où vous êtes acheté un petit plaisir? C'est quand la dernière fois vous vous êtes senti trahi par des politiques? La crise, c'est quoi pour vous? Pas mal. Qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Ça, c'est une question qui était là. Quelle est la place du travail dans votre vie? Dis donc, ils sont très inventifs, ces gens. Il faut absolument que vous vous inscriviez au pôle éduc populaire. Alors, comment tu vois l'avenir? Avez-vous envie de devenir milliardaire? Là, c'était... j'ai pas vu la tienne. Qu'est-ce qui vous met en colère? Tu aimerais quoi comme démocratie? Bon, ça, ok, c'était déjà... Oui. Quel est le rôle de la police?
là, c'est intéressant aussi. Hein. Et ben vraiment, félicitations à tous. On était 80. On pensait que vous seriez que 60. Donc, excusez-nous pour l'espace-top qui était un peu chic. Mais merci à vous. Donc, il y a 14 groupes qui ont cogité. Vraiment. Et donc maintenant, on va pas écouter la fiche exhaustive, mais vous allez nous dire une synthèse en 1 minute. Bon, 1 minute, 1 minute et demie. Mais au chronomètre, parce que on ne peut pas laisser 3 minutes une personne, ça veut dire que sinon les autres, on finit à 7h30, quoi. Ok? Donc chacun se responsabilise, se dit, j'ai 3 phrases à dire, et c'est bon. Et donc, je vous proposais de mettre vos mails en bas des feuilles. Comme ça, si vous voulez suivre le travail, vous verrez avec Ruralité, ils vont s'occuper de vous soigneusement. Donc, moi je vais passer et je vais donner le micro à la personne. Donc, qui est-ce qui veut commencer? Allez. Alors, nous, on était sur le groupe Porte-à-Porte en ruralité. Donc, en fait, ce qui était extrêmement important, c'était, pour nous, c'était qu'il fallait rendre efficace le déplacement dans chaque commune. Quand on fait 30-40 km pour aller dans une commune pour faire du porte-à-porte, il fallait que, on puisse effectivement être visible de la plus grande partie de la population de la commune. Et donc, l'idée la plus importante pour nous, c'était de multiplier les modalités d'apparition dans chacune de ces communes. On proposait donc une présence à la sortie d'école pour rencontrer les parents. Une fois qu'il n'y a plus de parents, alors là on fait vite, hein. Une fois qu'il n'y a plus de parents parce que tous les enfants sont partis, on enchaîne avec du porte-à-porte et du boitage à partir du tract. On a aussi la présence, si possible, d'un camion, d'une voiture avec des drapeaux dans l'espace public pour dire qu'on est là. On peut être accueilli chez un habitant ou une habitante qui accepte de faire venir ses voisins ou ses voisines pour pouvoir discuter avec des représentants de la France Insoumise. Et en repartant, on colle dans la commune et sur le trajet du retour. On prend des photos pour les réseaux sociaux et si possible, c'est annoncé à l'avance. Et ça se fait en période électorale et bien sûr et surtout en période hors électorale. Je ne sais pas si on dit plutôt hors période électorale. Bravo, elle a fait 1 minute 28. Bravo. Efficacité. Allez, quelqu'un d'autre. À vous. Donc moi c'est les communautés. Pardon, oui. Je suis pour handicapé. Non, c'est pas grave. Les communautés de communes. Donc l'État a transféré pendant des années ses responsabilités aux collectivités locales. Au début en donnant des moyens. Après les moyens sont devenus insuffisants. Maintenant il y a plus d'emplois. L'État a transféré des tâches, mais pas les moyens évidemment. C'est ce qui contraint les élus locaux à devenir des administrateurs, responsables politiquement et juridiquement, mais ils n'ont aucune marge politique. Les compétences propres des mairies ont été, tous sont en train d'être transférées vers les intercommunalités, voirie, assainissement, urbanisme. Voilà. Merci. Donc là, on est plutôt sur les constats, mais c'est un bon démarrage pour ensuite se dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors, il n'y a rien à faire. Ah. Alors donc, on a travaillé sur le futur livret montagne. Donc la première des choses, c'est la nécessité d'adapter certains livrets qui existent déjà à la montagne. On s'est posé la question aussi, la montagne, c'est à partir de quelle altitude ou à partir de quel type d'écosystème. Et bien, bon, pour pouvoir définir notre espace, ça me paraît normal. Ensuite, on a évoqué le conflit d'intérêts qu'il peut y avoir entre la loi NOTRe et la loi montagne, qui souvent donne raison à la loi NOTRe, et ça ne nous arrange pas trop en termes de transport, entre autres. Donc,
les montagnes, ce sont les réservoirs d'eau, et ça pose un gros problème, donc lié inévitablement à la quête de l'eau, mais avec l'eau qui fout le camp beaucoup plus rapidement, compte tenu du fait que le permafrost en haute montagne dégèle rapidement. Donc, faire ressortir les spécificités écologiques de la montagne et travailler sur les désertifications industrielles. Voilà. Bravo! Ok, à toi. Donc du coup moi j'étais dans un groupe où on a parlé de la jeunesse en zone rurale et donc il y a un premier, la premier constat qu'on a fait, c'est la difficulté sur les différents types de jeunesse, notamment une jeunesse qui part pour parfois revenir mais pas toujours, donc voilà, c'est un peu difficile de trouver des gens, de contacter des jeunes, de les fidéliser à un parti, etc. Donc on a un peu axé sur comment est-ce qu'on va rencontrer ces jeunes, notamment parce qu'on était plus dans un truc action que juste théorie. Et donc il y a un élément vraiment, je pense, intéressant, c'est autour des gares routières, parce que je pense que c'est pas forcément le truc où on va militer le plus facilement, notamment pas seulement pour faire des affichages, mais aussi pour aller discuter avec les gens. Et comme c'est un endroit où normalement les gens attendent, ils sont plutôt OK pour nous écouter. Voilà, puis en plus il y a pas mal de jeunes. Et deuxième point, c'était sur les réseaux sociaux, où on n'a pas forcément spontanément le côté ruralité des réseaux sociaux, mais en fait comme on a des groupes d'action qui sont assez âgés, ils ont du mal à s'investir dans les réseaux sociaux, et là je pense qu'on pense qu'il y aurait quelque chose à faire au niveau national, notamment avec des développeurs qui pourraient aider là-dessus. Voilà. Alors nous, on a travaillé sur organiser un événement en milieu rural. Alors on a commencé par le côté communication, comment communiquer. Donc on a pensé notamment à des pancartes en bord de route fréquentées, aux heures de là où il y a des bouchons un peu, parce que les gens font des déplacements en milieu rural entre leur lieu de domicile et leur lieu de travail. Les camions... Un camion sonorisé, une camionnette sonorisée et décorée qui passe dans le village pour annoncer l'événement. Ça, c'est des méthodes que François Ruffin utilise notamment. Utiliser contact presse locale, envoyer l'information à la presse locale et faire la communication pendant les événements qui se passent dans la ruralité, mais qui ne sont pas forcément organisés par nous. Par exemple, des brocantes, des fêtes locales, parce que c'est les seules choses qui se passent... Parfois, la brocante, c'est les seules choses qui se passent pendant des mois dans un village. Les marchés, évidemment. Après, on s'est posé la question de la nature de l'événement. Est-ce qu'on fait... c'est quelque chose que moi, j'ai pratiqué, les ciné-débats. L'avantage, c'est qu'on... logistiquement, c'est assez léger. Les meetings. Après, conférences gesticulées aussi, je trouve que ça peut être intéressant. Et puis après, on a parlé des aspects pratiques, réservation de salles, etc. Voilà. Merci. Alors nous, avec le groupe, on a parlé de l'accès aux médias. Très agréable. Attends, du coup, on va faire plutôt comme ça. Voilà. Donc nous, on s'est basé sur avoir des relations avoir des correspondants locaux et investir au maximum la presse. Et même quitte à envoyer des articles un peu tout faits, il y a des camarades qui écrivent bien, et donc on peut envoyer soit un communiqué de presse, soit des articles un peu tout faits avec une photo aux journalistes de la presse locale. Et souvent ils sont plutôt contents parce qu'ils ont déjà un article tout fait. Donc on a ensuite évoqué la relation de confiance avec les journalistes. Plus on leur envoie des articles et plus on les connaît, et on a un fichier presse et on a des relations de confiance. Petit à petit, on arrive à s'instaurer dans l'espace médiatique. Et même si c'est une colonne de temps en temps, l'idée c'est d'être au maximum visible. Donc dès qu'on fait un événement, dès qu'il y a un groupe d'action qui fait un événement, on y va. Et ensuite les réseaux sociaux. Donc développer les compétences. Il y a plein de jeunes qui ont plein de compétences sur les réseaux sociaux. Donc investir aussi les réseaux sociaux.
Je crois que c'était un peu... Il y a d'autres choses. Mais... Tu veux dire quelque chose, Jacques? Vite fait. Allez. Nous on a travaillé sur les déplacements des militants en ruralité. Donc on a dit, on propose des remboursements sur tarif ICA, enfin, indemnité kilométrique, avec un petit compte-rendu succinct, style photo, avec un extrait de carte, avec un peu le tour qui a été fait par les militants. On avait parlé aussi d'avoir plutôt recours, si possible, au covoiturage, mais il y a des endroits où ce n'est pas possible. Les déplacements en réunion, encourager le covoiturage, les transports en commun, tout ce qu'on veut. Et en cas d'accord FI, écolo, communistes et socialos pour les élections, prévoir dans cet accord un volet pour la prise en charge des déplacements des militants. Et la question qui fâche, en cas de moins 5%, prévoir prise en compte de ces frais. Point d'interrogation. Voilà. Ok. Qui c'est? À vous? Bah, viens là, comme ça tu te mets devant tout le monde, c'est mieux. C'est un petit peu énorme. Oui, c'est pas grave. Lutter contre le RN, vaste entreprise. Alors, déjà, on s'est dit suivre, s'il y a un député RN élu dans le coin, ouais, s'il y a un député RN, suivre son action, enfin son inaction. Alors il y a moyen sur le site de l'Assemblée nationale où il y a tout marqué comme député, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a voté, qu'est-ce qu'il n'a pas voté, etc. Il y a noté tout ça. Après, souvent ils ont un genre de blog, un truc, une newsletter, un truc pour dire comme c'est bien tout ce qu'ils font. Ils ont inauguré la statue, machin, enfin bref. Noter tout ça, pour voir comme c'est nul, et avoir vraiment tout ça en main quand les gens nous disent ah, le RN c'est bien, ils font des tas de choses, tout ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'on va aux réunions publiques du RN? Est-ce qu'on lit leur programme et tout ça? Selon. Faire du porte-à-porte, pour ça a déjà été dit. Essayer de s'investir dans les assos, aussi bien si on est chasseur, joueur de foot, etc., qu'on chante dans une chorale, etc., enfin tout ce qu'on peut pour être des vrais gens, voilà. C'est tout. Alors, je passe dans les rangs. On a encore 5 ou 6 groupes. Allez. Ah. Allez, on essaie de faire un peu moins long, hein, parce qu'il y en a qui... Bonjour, nous on a travaillé sur le thème des transports. Donc déjà, petit préambule, on ne sait pas trop si c'est les transports de personnes ou de marchandises. Ça c'était l'introduction. Ensuite, on est parti de l'existant. Donc il y a des infrastructures ferroviaires qui existent dans la ruralité, mais de moins en moins. Il y a tendance à avoir des tronçons qui sont fermés. Donc pour la transition écologique, c'est une nécessité d'étudier la réouverture de ces tronçons. Et si c'est pas possible, de voir si on peut les transformer en réseaux cyclables. Pour faire la transition sur les réseaux cyclables, on a besoin dès le début, quand on crée une nouvelle piste cyclable, de l'inscrire dans un réseau, qu'il y ait une vraie intermodalité aussi avec les trains. Actuellement, c'est très très compliqué, à part pour le réseau de TER, de passer d'un mode de transport à l'autre. Ensuite, suite à cette désertification un peu des transports en ruralité, on a des gens qui en fait s'organisent déjà, notamment à travers quelque chose qui s'appelle le réseau Pouce. Donc c'est de l'autopartage. Avoir un support institutionnel de ce réseau, je pense que ça serait vraiment bien que ça soit poussé au niveau des mairies. Et dernier point vraiment, et après je m'arrête, c'est dans les mairies vraiment avoir un coup de pouce au vélo, parce que la plupart des gens trouvent que c'est pas un moyen de transport crédible, alors que ça l'est, et on a vraiment besoin que ça soit développé. Mais j'avais compté 14 groupes, mais je me trompe en fait. Non, mais je les avais comptés. Bien. Alors, un truc facile, la NUPES. Comment la faire vivre? Yes! Alors d'abord, tu les tous et Dieu reconnaîtra les siens.
Donc, alors, difficulté, selon les territoires, personne de notre groupe n'a réussi sa relation NUPES, c'est-à-dire qu'après les législatives terminées, la NUPES n'existe plus. Donc ça, c'est une réalité féroce du quotidien. Donc, comment on essaye d'y remédier? Donc, certains ont fait une lettre de diffusion avec 400 personnes, ce qui est assez large par rapport à la diffusion et qui peut être intéressant. Donc, peut-être penser aussi sur les groupes d'animation une mixité FI, non FI. Ensuite. Attends. Voilà, il faudrait qu'il y ait des thématiques sur lesquelles pouvoir travailler tous vraiment ensemble, c'est-à-dire ou une thématique qui parte du local, ou une thématique qui parte du national et qui fédère absolument tout le monde. Et passer notre temps sur le terrain à labourer en disant que les militants veulent cette union, sinon il n'y aura jamais de gauche en France. Parfait. On commence à rentrer dans les discours militants. Allez, viens là. Bon, tu me le tiens, s'il te plaît? Ouais. Nous avons travaillé sur les écoles rurales avec un constat, des écoles isolées, des distances très longues à parcourir. Donc les solutions qui ont souvent été apportées par l'éducation nationale, ça a été les regroupements pédagogiques, ce qui augmente encore les durées de transport pour les enfants, pour le confort plutôt des enseignants. Donc nous, on proposait un statut particulier d'enseignants dans les écoles rurales, un peu comme il y a les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, qui sont des REP maintenant, donc avec une valorisation financière. Maintenir au maximum les écoles dans les zones rurales pour limiter les durées de transport pour les enfants. Pas moins de 2 enseignants par école, même s'il n'y a que 10 enfants, parce qu'on ne peut pas demander au même enseignant d'enseigner de 2 ans à 10 ans et d'être tout seul dans son école. Donc c'était essentiellement ça. Et puis remettre un système public de transport scolaire, parce que là, les écoles, elles sont tributaires des transporteurs privés. Et c'est eux qui fixent les horaires. Parfait. Ok. Tiens. Alors nous, c'était gagner au municipal. Donc le premier objectif, c'était d'obtenir un maximum d'élus, qu'ils soient élus au conseil municipal ou qu'ils soient directement maires. Là-dessus, il faut voir pour opter pour la meilleure stratégie d'étiquetage en fonction du contexte local. Donc soit faire des listes FI, soit faire des listes NUPES, soit faire des listes divers gauche, soit faire des listes sans étiquette. Donc ça va dépendre de la dimension et du contexte local. Ensuite, il y avait constitué un programme communal, donc ça évidemment parce que c'est les municipales, mais aussi le projeter en intercommunal. Ensuite, il y avait formé les futurs candidats sur les compétences des communes et des intercommunalités. Donc ça, c'est que la France Insoumise met à disposition et explique à ceux qui vont vouloir monter des listes de comment ça fonctionne. Ensuite, il y avait consulté la liste d'émargement des élections européennes. Il va y avoir les élections européennes en juin 2024. 2024. Et donc après, on a à peu près 15 jours, on peut aller voir les listes et qui a signé et qui n'a pas signé. Donc qui a voté et qui n'a pas voté. Et ensuite pouvoir faire des porte-à-porte sur ces personnes. Et nous alimentons bien sûr le programme local avec l'AEC et avec l'AEC. Parfait. Ouais, attends, j'arrive. Bonsoir. Bon, alors nous voulons briser le... Ah, pardon. Mets le micro plus près de ta bouche. Oui. Nous souhaitons, dans notre département, nous avons 2 députés RN, donc nous souhaitons recenser les votes RN, tout d'abord. Créer un outil comparatif, c'est-à-dire comparer leurs arguments. Pardon. Créer un outil comparatif. Ah, tu veux que je te le tienne, le micro? Vas-y, parle dans le micro. Je suis pas chanteuse. Voilà. Mais si, tu vas te mettre à chanter ta tête. Voilà. Ensuite, suivre le travail du député RN de chaque département. Suivre le député, donc. Voilà. Pas de référence locale, c'est-à-dire que chaque député
du département n'a pas de référence locale, pas du tout. C'est seulement Marine Le Pen pour tous les habitants, les occupants, c'est Marine la référente, alors qu'on ne connaît pas du tout les députés locaux, en fait. Rendre visibles les actions dans les médias locaux, les journaux, faire des caravanes, des cafés, des bars, des permanences itinérantes par thème, sur les super profits, sur l'eau, participer aux événements populaires locaux, organiser des événements populaires. Voilà. Merci. Donc nous on a bossé sur le programme écolo de la FI versus la chasse et la pêche. Donc il faudrait préciser quel type de chasse et de pêche est interdite, comme la chasse à courre, l'élevage pour les battus, etc. Rassurer sur la chasse de régulation, que ça peut rester possible quand il y en a besoin. Enfin, sensibiliser à la nécessité de laisser les forêts propres en enlevant les cartouches, etc. Contrôler avec des gardes-chasse formés pour vérifier qu'il n'y a pas d'exagération comme pour la pêche. Dialoguer également avec les gardes-chasse formés, une visite médicale et psychologique pour la position d'armes à feu, avec vérification des yeux tous les 5 ans, réhabiliter l'ONF et créer des syndicats mixtes, fédération, chasse, pêche, ONF, plus élus locaux, etc. pour pouvoir discuter. Waouh, bravo, merci. 1, 2, 3, ok. Ah, vous en avez 2. Vous allez les lire en même temps. Oh merde. Désolée, on va faire très court parce qu'on était sur les services publics et donc il y a beaucoup de choses qui ont été parties. Ouais. Ce qu'on voulait dire surtout, c'est que les services publics, il faut les traiter dans les villages avec une globalité. C'est-à-dire que si un service public diminue, par exemple l'école, il n'y a plus l'école, il n'y aura plus la poste, après il n'y aura plus le train, etc. Donc vraiment globaliser. Partir des besoins aussi, parce que on a sans doute besoin de toutes les administrations partout. Le problème après, c'est qu'il faut se déplacer, donc on a un problème écologique. Donc réfléchir à ça, est-ce que c'est l'administration qui doit venir à nous? Mais souvent les réseaux France Service, les gens ne sont pas formés. Donc travailler à la formation de ces réseaux-là. Qu'est-ce que je voudrais dire encore? Voilà, en bas. Donc partir des besoins. On a pris un exemple très très spécial d'une école de musique, par exemple. On n'a pas forcément toute l'année des gens qui vont vouloir faire du violoncelle ou du saxo ou du machin. Il faut s'adapter. En fait, moi je pense que dans la ruralité, j'y vis depuis pas longtemps, on a pensé qu'il faut surtout s'adapter pour que le village ne meure pas. Donc voilà. Mais c'est très court. Merci. Alors nous, on travaillait les déserts médicaux. On demande la fin des regroupements des hôpitaux et au contraire en augmenter et notamment faire en sorte qu'il y ait une maternité toutes les 20 km et aussi la reconnaissance des hôpitaux isolés. Ensuite, on demande la création d'une maison de santé dans chaque secteur, à définir le secteur en fonction du nombre d'habitants et de l'étendue du territoire. Et enfin, obliger les jeunes médecins à exercer pour une période précise, c'est-à-dire peut-être 3 à 5 ans, et sur un territoire précis, environ par exemple 20 km autour de chez eux. Voilà. Parfait. Bon, nous, on a parlé de l'eau, et là, c'était difficile parce que c'est un problème très large, et surtout, on n'était que 3. On s'inquiétait d'être si peu. Alors, l'eau, la sécheresse, elle arrive, elle est là, et il y a 2 solutions. Il y a ou le déni, ou l'acceptation du problème. Voilà. Il y a 2 ans, on a fait la votation sur l'eau qu'avait appelé Jean-Luc Mélenchon. Ça a été l'eau, mais ça a été un plouf, ça n'a pas marché. Même, on n'a pas réussi à mobiliser en interne dans nos rangs, et on n'était pas compris par le public. Bon, maintenant, la sécheresse, ça y est, elle se fait sentir, elle est là, et politiquement, c'est très porteur. Pourquoi? Parce que chaque personne qui n'a plus d'eau dans son robinet, dans sa maison, sur son terrain agricole, c'est quelqu'un qui va venir potentiellement chez nous. Le calcul, il est simple. Pour le FN, enfin pour le RN, le GIEC n'existe pas. Pour les néolibéraux, il faut tout privatiser, faut mettre Veolia partout. Et il n'y a que nous, une partie de la NUPES, qui parlions du vrai problème de l'eau. Alors, c'est une anxiété réelle qu'il faut accepter, et les gens sont réellement conscients du problème qui arrive. Alors, il y a 1000 choses à dire sur le problème de l'eau. D'abord, bien évidemment, nous considérons qu'il faut que ce soit une politique publique globale. Et
politique publique de l'eau, comme disait Jean-Luc Mélenchon il y a 2 ans, ça devrait être inscrit dans la Constitution. Et le service public de l'eau, ça veut dire plus de DSP, mais des régies. Et pour avoir un prix de l'eau égal partout. Mais la sécheresse est là, et c'est porteur, et tous ceux qui manquent d'eau sont pour nous. Merci. Il va falloir qu'on rende le micro, donc on finit quand même notre travail. Non, mais bien sûr, oh là là, doucement. Je vous préviens juste que à chaque fois que vous êtes un peu plus long... Non, je perds du temps. Excuse-moi, Jaline. Pour les baronnies, c'est mieux que ce soit elle, vous avez écrit plus de choses. Nous avons travaillé sur un personnage particulier, le baron ou la baronne. Alors, nous avons établi un certain nombre de caractéristiques, mais nous avons estimé qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement démocratique qui réclamait ce type de solution sans être des experts. Tout d'abord, en nous inspirant de ce que le camarade député avait dit tout à l'heure, être une force de proposition face au baron ou à la baronne, ouvrir aussi avec d'autres gens du territoire. Ensuite, au niveau supérieur, limitation du cumul des mandats, limitation de la durée des mandats, limitation de la répétition des mandats. Nous n'avons pas fixé de période. Nous avons aussi estimé que le baron prospérait dans l'ombre, donc il fallait avérer, faire la lumière, faire savoir, interpeller et information, connaissance, circulation de l'information. Et enfin, il fallait construire des relations de proximité qui soient saines et positives pour abattre les barons et éviter que la France insoumise ne construise ses baronnies. Bravo! Et notre dernier petit groupe. Alors, si vous pouvez éviter de répéter, puisque vous êtes sur les baronnies aussi. Ouais, ça va être courant. Donc, oh, vas-y. Allez, je te tiens là. Donc, du coup, nous, ça va être court. Après, c'est à vous. Ouais. Donc, du coup, c'est d'avoir un programme plus proche de la ruralité. C'est arriver à mettre confiance les élus alliés. De faire un suivi sur les actions des politiques des marronniers, de faire vivre la NUPES localement pour avoir du poids, de faire des affiches thématiques pour le milieu rural, de s'investir dans les thèmes conflictuels comme l'eau ou la chasse, et après trouver des alliés parmi les organisations comme la Confédération paysanne. Merci. Alors, on va clore... Excusez-moi, je repars dans l'autre sens. On fait beaucoup de kilomètres dans les baronnies et ailleurs. Alors, on va finir avec... Voilà, avec une petite conclusion. Bon, alors déjà, ça a vachement bossé quand même. Hein. C'est clair, on a du boulot maintenant pour tout mettre en ordre, mais c'est bien. C'est très bien. Merci à tous. Juste quelques petites informations. Donc demain, nous organisons un temps de rencontre du livret. Pourquoi ça a l'air saine ? Parce qu'il est là, il est là. Ah oui, d'accord. Donc on organise donc un temps de rencontre du livret ruralité. Donc la petite affiche, elle est là, avec tous les militants qui se sentent concernés. On aura aussi un certain nombre de députés ruraux qui vont venir avec nous et qui vont nous présenter le petit projet qu'ils vont mener à partir de la rentrée. Donc voilà, ce sera l'occasion d'échanger, Oui, ce sera l'occasion donc d'échanger, de répondre à des questions auxquelles on n'a pas pu répondre au cours des ateliers. Donc c'est demain à 17h30 et c'est dans la salle Louise-Renée Leduc. Alors c'est dans le bâtiment. C'est dans le bâtiment, donc c'est pas très grand, mais si ça déborde, eh ben on ira dehors. Enfin dehors, dans la salle. Donc voilà. Et puis après on a plein de conférences qui traitent de la ruralité, plein de choses. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous n'avez pas rempli les petites fiches quand elles tournaient, si vous voulez venir travailler avec nous au niveau du livret ruralité, on a les petites fiches contacts qu'on a posées là. Voilà. Et un petit mot, attendez, 2 secondes, un petit mot pour les Duc Pop, d'accord? Bon, non, nous, on est super contents d'avoir, c'est notre premier partenariat avec un groupe thématique, donc ça nous fait extrêmement plaisir, Sophie et à moi. Merci beaucoup. Alors nous, on a une réunion justement pour l'avenir de notre pôle et Duc Pop, si vous voulez nous rejoindre pour faire des formations, pour animer chez vous, pour qu'on vienne animer des week-ends de formation à l'éducation populaire. On a une réunion vendredi de 10h à midi à notre stand, on a un stand. Et sinon, demain matin, on a un atelier, c'est le dernier, on avait tous nos ateliers aujourd'hui, qui s'appelle sur le...
sur le consensus, voilà. Si vous voulez travailler sur le consensus dans vos groupes d'action, eh ben venez. Voilà, eh ben merci beaucoup.